Mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous pour cette nouvelle intervention FIC Talk. On va parler sécurité et code, futur indissociable selon Checkpoint Software Technology avec Julien Robergeau et Frédéric Hérault. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Et donc, en effet, merci pour la petite introduction. Et on va en effet parler de code. On avait introduit hier, pour ceux qui ont assisté à la plénière là-haut, on avait présenté un petit peu tout ce qui était sujet autour du cloud, gouvernance, posture. Et j'avais introduit à la fin en parlant justement que le code, c'est le futur et que tout ce qui sera sécurité sera forcément associé au code. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. On va voir un petit peu pourquoi. Fred, je t'en prie, let's go. Merci Julien. Merci à tous d'être présents. Donc, comme Julien l'a dit, sécurité, code, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, qui est déjà pris en compte dans un certain nombre de systèmes, mais qui va devenir de plus en plus utilisé. Alors, si la zapette fonctionne, non, si, voilà. On va commencer par quelques constats. La première chose, c'est l'architecture de nos projets, de nos SI, de nos applications, qui peut être très complexe. Ici, on a un exemple sur AWS, donc cloud public, qui fait appel à plusieurs services natifs qui sont tous imbriqués les uns les autres. Évidemment, avec une infrastructure de ce type, il n'est pas envisageable de le faire via la GUI. On l'automatise. Ça veut dire qu'on l'écrit sous forme de code, d'API, sous forme d'infrastructure as code, pour pouvoir automatiser le déploiement de tous ces composants, de tous ces services, pour pouvoir rendre finalement l'application à mes utilisateurs finaux. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un premier challenge, c'est que comme je dois passer par l'infra as code, je dois donc coder. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dois le faire de manière sécurisée. Ça peut sembler simple, ça peut sembler intuitif, mais ce n'est pas pour autant le cas. Dans le sens où on voit toujours, même en 2022, des clés exposées dans nos codes. Si on parle de l'infra as code, que ce soit du Terraform, du CFT ou d'autres systèmes, on peut retrouver encore aujourd'hui ce genre de passoire. Donc ça, il faut faire attention. Donc il y a quelques exemples ici, on va essayer de passer un peu rapidement. L'autre problème, c'est le problème de configuration en lui-même. Si on laisse des accès trop permissifs sur des données, sur un repository, eh ben on va être capable de capter de la donnée, de capter un script qui lui-même va avoir des permissions, va avoir on va dire des privilèges pour pouvoir faire ouvrir des portes à des actions malicieuses. Ces actions malicieuses, si j'ai un trou dans la raquette sur ma configuration des environnements, quel que soit mon code, je peux être susceptible d'avoir une fuite de données. Ça, c'est classique. Il y a des tas d'exemples. Tout ça pour dire, notamment, voilà, la fuite de passeport, fuite de base, que ça soit l'attaque sur la supply chain. On a quelques exemples sur les 2 dernières années qui sont assez criants. On ne va pas les citer. Donc tout ça, ça fait partie du challenge. Le dernier challenge, c'est quand j'automatise sous forme de code mes infrastructures et mes applications, parce que ce sont 2 choses qui sont différentes. L'infrastructure, c'est plutôt côté Ops, même si du coup, on dévie sur le dev, parce qu'on leur dit faut faire du code. Et puis, les applications qui sont plutôt dev, on va dire, plutôt architecture applicative, c'est qu'on va mettre tout ça sous forme de pipeline, sous forme de workflow, donc sous forme d'étapes, où on va considérer que je commit mon code, je déploie mon code. Donc, l'intégration continue, le déploiement continue. Et ce qu'on voit, c'est que la sécurité traditionnelle, et on est bien placé chez Checkpoint pour le savoir, puisque ayant inventé le firewall il y a 30 ans, on fait partie de ces sociétés de la cyber legacy, donc qui sont là pour sécuriser le data plane à l'origine. Et puis maintenant, on a tout un autre scope. Et donc la sécurité en général, elle vient après toutes les phases du pipeline. Bon, ici, c'est quelque chose de très extrême, évidemment, pour l'exemple. Donc, le développement, je code mon application ou mon infra as code. Je build, si je veux builder un container, par exemple, ou si je veux tout simplement compiler mon programme.
Et puis je le déploie dans un environnement de test où je vais passer un petit peu de QA, un petit peu de non-régression éventuellement, ce genre de choses. Et puis je vais le déployer enfin sur la prod. Et c'est là seulement on se dit tiens, je vais mettre de la sécu. Je vais rajouter une étape dans mon pipeline et puis je vais faire mes pentests où je vais faire mes audits de vulnérabilité sur mes applications qui sont exposées. Et donc, le problème, c'est que quand on est dans ce mode de fonctionnement qui n'est pas adapté du tout au pipeline CI/CD, c'est qu'on arrive à la fin. Donc, si on découvre qu'il y a un problème de sécu dans le code, il est déjà trop tard parce que ça veut dire qu'il faut faire rollback sur tout un tas d'étapes. On perd du temps et c'est pas ce qu'on veut. Et surtout, un dev, lui, il n'a pas le temps. D'accord ? Julien et moi, on est issus de formation de développeurs, bien avant de faire du réseau et de la sécu, de la cyber. Donc, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc, l'idée derrière, c'est de pas échanger de l'agilité de développement par de la sécu. Surtout pas. C'est de s'inscrire dans les process métiers de développement, chez les applis, en gros, concrètement, dont peut-être les gens parmi vous font partie. Et l'idée, donc, c'est de déplacer la sécurité la plus à gauche, d'où la mouvance qui s'appelle Shift Left. Et donc dans cette mouvance, on va être capable d'apporter un niveau de sécurité dès le code. C'est un peu l'idée. C'est le titre de la conf, on y vient. Directement, être capable de détecter des tokens, des secrets, des clés API dans le code qu'on va être capable d'envoyer dans les systèmes, que ce soit pour compiler un programme ou que ce soit pour envoyer de l'infra as code. Hop, voilà. Donc, d'autres détections qui vont être au plus proche du développeur, c'est-à-dire les vulnérabilités dans le code. Si dans mon code, je fais appel à des ressources externes, c'est-à-dire je vais aller chercher une image sur un repo S3, par exemple, eh ben, je fais appel à un get externe. Si je vais aller chercher sur un frontal quelque part ailleurs, il faut confronter cette IP par rapport à une base connue de réputation, par exemple. Donc tout ça, il faut le faire. Hop, on va passer à la petite animation. Et donc, comme on est sur le code, on n'est plus dans une surface d'attaque traditionnelle. Là, on prend un exemple sur quelqu'un qui va construire une image Docker pour potentiellement être déployée dans une application sous Kubernetes. Donc, ici, il y a plein d'étapes. Enfin, c'est assez résumé, mais en gros, mon système de gestion de code, de versionning, de commit, bah ça peut lui-même être source d'attaque. D'accord ? On peut l'attaquer. On peut attaquer le SVN, on peut attaquer Git, on peut, ou le clone sur la machine, on peut faire tout un tas de choses. On peut attaquer le système qui gère le workflow et le pipeline CI/CD. Autre surface d'attaque. Encore une autre surface d'attaque, c'est typiquement ma registry où je vais stocker toutes mes images, soi-disant de confiance, pour derrière m'en servir dans mes applis. Bah ça peut être corrompu. Même les repos officiels, les registries officielles de Docker, pendant très longtemps, avaient des images qui étaient corrompues. Eh oui. Donc dans l'idée, c'est que toutes ces surfaces d'attaque-là, elles sont vraiment liées à scanner ce que fait une personne en charge du développement applicatif. On va prendre un terme assez générique qui englobe le développement, l'architecture. Voilà. Donc maintenant, si je prends l'exemple d'Airbnb ici, imaginons ça à l'échelle de tous les sous-systèmes qui sont utilisés dans l'entreprise. Ça peut être simplement le système DevOps, je veux coder, je veux builder, je veux déployer. Mais ça peut être autre chose, les données elles-mêmes de l'entreprise. On voit des workloads sous EC2 ou du storage dans S3. Bon bah si mon S3 il est ouvert sur Internet, ou si j'ai des permissions parce que j'ai réussi à choper un utilisateur du compte AWS et puis j'arrive à récupérer des éléments, bon bah tout ça c'est des choses qui vont être automatisées via API, via code, et donc faut le sécuriser aussi. Il y a tout un tas d'exemples. Si j'automatise avec Route 53 mes enregistrements DNS, vous vous doutez bien que si je veux détourner le site pour pointer vers un site de phishing, bah, je vais plutôt m'attaquer à l'automatisation qui permet de créer les noms publics dans Route 53. Donc, tout ça, c'est fait par des ingénieurs, que ce soit des devs, des ops, des DevOps, ou d'autres catégories comme des ingés sécurité. Donc ça, on va vite, on essaye d'aller vite. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est de faire notre boulot et d'avoir un time to market le plus réduit possible. On veut que notre application elle soit déployée
et que la société puisse servir ses clients finaux. Ça, c'est la première chose. Donc là, c'est qu'on va très rapidement. La deuxième chose, c'est que comme tout est as code, bah, potentiellement, on est tous humains. D'accord? Donc, on fait tous des erreurs. Je fais des erreurs, vous en faites potentiellement. Et si vous avez été attentif dans les précédents slides, il y avait une erreur intentionnelle, évidemment. Et donc, ça, c'est pareil. S'il y a des erreurs, bah, il faut qu'on puisse automatiser leur traitement. Et puis, la chaîne de chaîne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça rejoint un petit peu le slide d'avant. C'est qu'on a tout un tas d'outils. Si on veut faire de la BI, si on veut faire du scan de code, par exemple. Tout ça, c'est des outils différents qui se parlent potentiellement pas. Et que si j'ai un problème dans ma chaîne applicative, il va falloir aller regarder un peu partout pour retrouver la source de l'erreur. Et surtout, il va falloir avoir le temps. Donc, c'est pour ça que la sécurité du software aujourd'hui, alors elle n'est pas forcément broken comme affiché, mais elle est plutôt mal en point. Donc, ce qu'on va proposer, c'est surtout une approche developer first. Donc, un outil qui va s'appeler Spectral chez Checkpoint, d'accord, qui fait partie de l'ensemble des solutions de nos sociétés, qui est d'ailleurs dédié 100% à la sécurité. Hein. Si vous avez d'autres sujets, on pourra également en parler. L'idée, c'est que ça soit fait par des devs pour des devs, parce que qui peut parler mieux des problèmes de dev qu'un dev? Donc, chez nous, c'est des devs qui ont créé cette solution. Et c'est pour eux. Et l'idée aussi, hop, la zapette met un peu de temps, désolé, c'est de s'intégrer jusqu'au bout chez les devs. Donc pas forcément dans les pipelines, c'est très bien, mais aussi si quelqu'un est vraiment concentré sur sa CLI, sur son terminal, il a les outils sur son poste, il peut aussi lancer cet outil localement pour pouvoir scanner les choses localement, même avant d'aller sur une CI. Donc, l'idée ensuite, c'est de faire face à cette rapidité de développement et de décision. Et trois choses. Améliorer la CI, le CI/CD. Deuxième chose, c'est éliminer les angles morts. Parce que si on a une certaine quantité de repositories sur GitHub et qu'on ne maîtrise pas totalement l'ensemble de ces éléments, surtout quand la société a une certaine taille, ou un certain nombre d'équipes, eh ben on peut rapidement passer à côté. Donc l'idée, c'est aussi de l'automatiser. Puis la troisième chose, c'est appliquer des politiques de sécurité. Alors l'outil, il vous en propose tout un tas par défaut, il n'y a rien à faire. On tape une ligne, ça scanne. Maintenant, on est également en mesure de créer ses propres systèmes de contrôle, ses propres règles de contrôle pour aller voir des choses qui seraient propres, entre guillemets, à l'entreprise. Donc dans l'idée, let's go developer first, c'est let's go spectral. Donc là, il me reste un petit peu de temps. Je savais pas si voilà si ça allait être bien à l'heure. Donc je vais en profiter juste pour faire un tout petit tour de l'interface, vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment, c'est extrêmement simple. Et après, si vous souhaitez, pour qu'on rentre plus en détail, le stand Checkpoint est juste là, juste derrière FigTalk. Alors. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc une interface en SaaS que vous pouvez coupler à vos systèmes d'authentification. Et puis vous allez enrôler derrière différents systèmes de code, que ça soit en local sur vos machines ou que ça soit dans des systèmes de CI tels que Code Pipeline ou Azure DevOps ou des choses moins cloud public telles que GitLab, Jenkins, Circle CI ou d'autres. L'outil s'intègre avec quelque chose comme 500 plus stack, quelque chose comme ça. Voilà, donc on peut dire qu'il est agnostique. Et ensuite, derrière, c'est assez simple. Donc là, j'ai tous les repositories. On va essayer de prendre la souris. Je sais pas où elle est. Voilà, elle est là. Ici, on a tous les repos en fait qui ont été enrôlés. Alors, on en a différents et on voit en un seul coup d'œil les problèmes qu'il peut y avoir. Et donc ensuite, on peut segmenter ça en différentes équipes, applicatives, DevOps, que ce soit des back-ends, les front-ends, les mobiles, même les SRE, Business Intelligence, etc. Et finalement, dans chaque repo, on a le résumé des alertes. On va ensuite dans Asset, et là, on a directement la liste de tout ce qui ne va pas. Donc, c'est pas compliqué. Je vais prendre AWS. Alors, la souris, ça lag un petit peu, désolé. Bon, c'est pas grave, j'ai cliqué. Bref, on va prendre Terraform. L'idée ensuite, c'est de vous montrer où ça va pas. Et donc là, il y a admin username dans un code pour effectuer des modifications dans Oracle Cloud.
ok, sur la partie SQL. Voilà, très simple. Et donc après, ne serait-ce qu'à moi de changer ça, enregistrer, commit. D'accord? L'outil propose également des playbooks de remédiation, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Donc ça, c'est la partie, on va dire, visuelle. Et puis, vu qu'il reste, il me semble, quelques secondes. Également la partie en ligne, donc pour les plus endurcis. On va voir si j'ai bien du réseau. Hop. Donc ça, voilà, une petite commande. Évidemment, j'ai masqué ma clé, qui permet derrière de scanner le même repository que j'ai monté et d'avoir les indications. Et donc là, typiquement, avant même une CI, on a tout de suite les problèmes de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a le fixe, c'est-à-dire voilà, Google Compute Firewall, deny bucket pour SSH. Pourquoi? Parce que peut-être que mon bucket, il est au open bar en port 22. Voilà. Petite précision, point différenciant, l'analyse se fait on-premise. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il n'y ait aucune métadonnée qui remonte dans notre plateforme, c'est possible. Et ça aussi, c'est un point intéressant. En règle générale, quand on discute avec de grands groupes, dès qu'on pense code qui va aller vers un éditeur, c'est déjà un no-go. Et ici, on n'est pas touché par ce problème-là. Ouais, merci Julien de la précision. Voilà. Après, il y a d'autres niveaux de profondeur. Si vous avez un éditeur, moi j'aime bien VS Code, ça s'intègre aussi direct dans VS Code. Ça veut dire que même, on est en train de taper, j'ai mis ma variable avec mon secret, j'ai un message. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir sur le stand, juste derrière. On fera une démo plus poussée et puis on échangera sur vos besoins et si on peut vous aider. Voilà. Merci. Merci à tous.